Please take your seats, please. Ladies and gentlemen, please take your seats. We seem to have a lot of activity going on. We are currently 30 minutes behind schedule and we need to proceed. Kindly take a seat so the proceedings can begin. Thank you very much for your cooperation. To all the security personnel in the middle blocking. À l'attention du personnel de la sécurité, est-ce que vous voulez bien vous décaler sur le côté, s'il vous plaît? To all the security personnel in the middle, up front. À l'attention des membres de la sécurité, merci de bien vouloir vous décaler sur les côtés. Merci beaucoup. Good afternoon, distinguished ladies and gentlemen. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, chères excellences, honorables gouverneurs, honorables ministres et représentants de vos gouvernements respectifs, chers administrateurs, membres de la direction, membres du personnel de la banque, chers invités, mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition 2023 de la présentation financière et de l'impact du développement ici à Sharm el-Sheikh en Égypte. Je m'appelle Victor Oladokoun et comme toujours, c'est un plaisir absolu d'être votre modérateur au cours de cette séance. Évidemment, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de menu sur les tables. Je voulais vous parler du menu qui nous attend. Nous avons 3 plats au menu du jour. Une entrée qui sera donc une présentation vidéo. Un plat principal, c'est la présentation financière et le rapport d'impact. Et un dessert, c'est le déjeuner en tant que tel, dans cet ordre. Ceci étant dit, cet événement est un événement phare ici à la banque, un de nos événements les plus importants qui nous donne l'opportunité d'examiner l'année budgétaire écoulée et le chemin parcouru, notre impact en tant que banque. Étant donné les contraintes de temps, le département de la performance et des résultats a préparé une courte vidéo. Je vous invite donc à vous tourner vers l'écran pour une rapide présentation vidéo. Over the past year, Africa's recovery from the COVID pandemic has been put to the test by overlapping crises. But the continent has risen strong to face these challenges, working to become more resilient and self-sustaining than ever. At the African Development Bank, we are proud to have helped nurture this resilience, providing fast responses to hardships and planting the seeds for a strong recovery. For example, our resilience program in the Sahel is improving living conditions, nutrition security, and climate change readiness for more than 1 million people in vulnerable communities, such as fish farmers and agro-pastoralists across 6 countries in the region.
ultimately building a more equitable, integrated, and productive future for more than 5.5 million African people. The energy projects we support in Egypt are also promoting local resilience, creating stronger, greener infrastructure that will power the economy and help free up much-needed resources for other critical areas like healthcare and social safety nets, building paths out of poverty. And we know these outcomes are real because we track our impact. Take our energy investments in Cameroon, for example. In the past 10 years, along with contributions from other development partners, they have helped over 5 million households gain access to electricity, paving the way for outstanding social progress across many dimensions, such as the 43% increase in youth employment in Bamenda. And these are only 3 of the over 5,200 projects we have invested in across the continent since 1967. Despite the challenging operating environment, 2022 saw bank investments exceeding $8 billion, including $1.5 billion towards an emergency response facility to ease the food crisis affecting the continent. The rise of the bank's status from 4th to 1st position within the Aid Transparency Index recognizes our commitment to transparent reporting on our work in the field and our continued contribution towards a prosperous and sustainable future for Africa. To learn more about our work and impact, see this year's edition of the Annual Development Effectiveness Review. Ladies and gentlemen, following that, Mesdames et messieurs, suite à cette courte présentation vidéo, the ever elegant Senior Vice President of the bank with a very powerful name, Swazi Shabalala, a warm welcome. I know it's midday, we're a little bit hungry, we're going to move proceedings faster, but please, we can do better than that. Swazi Shabalala. un tonnerre d'applaudissements pour Madame la vice-présidente principale, Swazi Shabalala. Good afternoon. Bonjour et bienvenue, honorable gouverneur, Monsieur le Président Adesina, distingués invités, honorable ministre, chers collègues de la Banque, bienvenue. Je voudrais commencer par exprimer ma gratitude la plus sincère au gouvernement de la République arabe d'Égypte pour une hospitalité exceptionnelle et un excellent appui dans l'organisation de ces assemblées annuelles. Et en particulier à son Excellence, M. Hassan Abdallah, gouverneur de la Banque centrale d'Égypte et le gouverneur par intérim pour l'Égypte à la Banque. Distingués gouverneurs, distingués participants, c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation financière et à cette revue de l'impact du développement. C'est un élément important de ces assemblées annuelles. Je vais concentrer mon propos sur le rapport sur l'efficacité annuelle du développement et vous entendrez l'équipe des finances qui vous présentera les résultats financiers de l'année dernière. Cette 13e revue annuelle examinera nos bonnes performances et les éléments où nous devons encore nous améliorer. Cette édition de la revue annuelle confirme ce que nous savons déjà. 3 ans après l'arrivée de la pandémie de Covid-19, le paysage de développement reste compliqué et incertain, marqué par des pressions inflationnaires, des niveaux de dette croissants, des conflits, de l'insécurité et l'impact de plus en plus intense du changement climatique et bien évidemment les menaces à la sécurité alimentaire africaine exacerbées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La combinaison de ces multiples défis est venue freiner les efforts de reprise du continent avec une croissance économique africaine qui a connu une baisse d'1% par rapport à l'année dernière. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est
15 millions de personnes supplémentaires ont été poussées dans une situation de pauvreté extrême. Malgré cet environnement difficile, la banque est restée agile et a été en mesure de répondre aux besoins changeants des pays africains. Par le biais de projets transformateurs dans les 5 priorités opérationnelles High Five de la banque en 2022, nous avons investi plus de 8 milliards de dollars pour appuyer la reprise économique du continent. Ces investissements ont inclus la facilité de production alimentaire d'urgence en Afrique à hauteur de 1,5 milliard de dollars en réponse à une crise alimentaire majeure sur le continent. Globalement, l'appui de la banque au secteur agricole a bénéficié à 2,9 millions de personnes en 2022. Le développement et l'industrialisation de l'Afrique pour réaliser la zone continentale de libre-échange africaine nécessite, en tant que prérequis, un accès universel à l'énergie. Nous avons accélérer nos efforts à cet effet et en 2022, nos investissements dans le secteur de l'énergie ont facilité l'accès à l'électricité pour 1,3 million de personnes supplémentaires. L'amélioration des conditions de vie des Africains signifie également un meilleur accès à l'eau et l'assainissement. Et grâce à nos investissements, 12,3 millions de personnes ont pu avoir accès à de nouveaux services d'eau et d'assainissement ou des services d'eau et d'assainissement améliorés en 2022. Nous sommes ravis que 2 de ces projets dans ce secteur aient été appuyés par la transaction de 2 milliards de dollars de Room to Run grâce au gouvernement du Royaume-Uni et au secteur privé. Reconnaissant l'importance cruciale de l'accès à la finance dans le développement de l'entreprise, les opérations de la banque ont fourni jusqu'à 400 000 micro, petites et moyennes entreprises des financements extrêmement nécessaires. 2022 fut une année phare. La banque y a fait son plus grand investissement dans l'investissement régional pour un montant de 1,5 milliard de dollars. Le changement climatique représente une menace existentielle mondiale. Les pays africains, alors qu'ils ne contribuent que très peu, ils contribuent le moins aux émissions de carbone mondiales, sont confrontés à des perspectives terribles si des actions ne sont pas entreprises. Cependant, ces actions doivent être justes et doivent venir appuyer le développement du continent africain. En 2022, la banque a encore une fois dépassé ses engagements au titre des financements climatiques en allouant 45% de ses investissements annuels à la finance climatique par rapport à un objectif institutionnel de 40%. Au-delà de cela, nous avons également dépassé notre engagement à prioriser l'adaptation climatique en allouant 68% de ces investissements dans ce secteur. Distingués gouverneurs, pour atteindre ces résultats, la banque s'est embarquée dans un programme de réformes institutionnelles continues puisque nous sommes une organisation qui apprend. Alors que les défis auxquels le continent est confronté sont de plus en plus complexes, nous comprenons la nécessité de rechercher des opportunités pour renforcer nos capacités et accroître notre efficacité, efficience, pour pouvoir avoir un impact beaucoup plus important. Nous reconnaissons tout d'abord que le personnel de la banque représente son meilleur atout. Pour continuer à proposer des solutions durables pour l'Afrique, nous devons recruter les meilleurs, des personnes passionnées et dévouées au développement du continent. Nous incorporons désormais un grand nombre de nos changements de politique au titre des ressources humaines pour nous assurer de déployer les meilleurs talents dont nous disposons le plus proche possible de nos clients, privés et publics. Et en fait, des progrès ont été accomplis pour nous rapprocher de nos clients avec la plupart de nos experts sectoriels présents dans nos bureaux régionaux et nos bureaux pays
et 78% de nos opérations désormais gérées dans des bureaux décentralisés. Au niveau institutionnel, notre engagement envers la transparence et la redevabilité a reçu une reconnaissance mondiale. La banque a été classée comme étant l'institution de développement la plus transparente parmi 50 autres institutions de développement dans le monde par Publish What You Fund, publier ce que vous financez. Cette reconnaissance est importante et nous permet de réaffirmer notre position privilégiée sur le continent, une position que nous pouvons exploiter pour mobiliser des ressources vitales pour le développement du continent. Au cours de cette période difficile, la banque a maintenu sa notation AAA, ce qui est venu à appuyer notre capacité à innover en termes de mobilisation des ressources, alors que nous nous efforçons d'être la banque de solutions de l'Afrique. Nous pensons que nos réussites en mobilisation des ressources, y compris la récente 16e reconstitution du Fonds africain de développement, la plus grande de son histoire, reflète la confiance que, je crois, la banque a gagnée au cours de ces dernières années. Nous sommes engagés à être dignes de cette confiance, en particulier alors qu'aujourd'hui, toutes les BMD doivent faire de cet appel qui a été lancé pour passer des milliards aux milliers de milliards une réalité. Un appel lancé il y a plusieurs années qui ne doit pas tomber dans les profondeurs de l'histoire. Nos actions en tant que première banque africaine de développement sont importantes et plus urgentes que jamais. Nous sommes devant vous cette semaine et aujourd'hui pour partager ce que nous avons accompli, la qualité de nos performances et ce que nous devons faire encore plus. Nous le faisons avec beaucoup d'humilité puisque nous comprenons que seul notre mandat n'est pas réalisable, mais ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Merci et j'espère que vous trouverez cette discussion de panel intéressante et que vous nous quitterez plein d'espoir, comme c'est le cas pour moi. Je peux désormais rendre la parole au modérateur du jour, le très capable Dr Victor Oladokoun. Merci beaucoup. Shukran. Thank you, Senior Vice President Swazi. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente principale Swazi Tshabalala. Je suis ravie que nous comptions un certain nombre de nos vice-présidents dans le public. Alors, suite à cette intervention, je crois qu'il est tout à fait approprié que je les invite à me rejoindre sur le panel pour une rapide conversation. Merci de bien vouloir accueillir Solomon Quaynor, vice-président pour le secteur privé, l'infrastructure et l'industrialisation. Kevin Kariuki, vice-président pour l'énergie, le climat et la croissance verte. Beth Danfoth, vice-présidente pour l'agriculture, le développement humain et social. Marie-Laure I think we're going to have to wait a moment. Marie-Laure Akinolobade, vice-présidente pour I'm representing the Vice President of Finance, Jacques Joffin, Director of Financial Management, who is representing Hassatu Nsele, the Vice President of Finance. Give him a warm welcome. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Alors ma première question est pour Marie-Laure. Comme nous l'avons entendu dans la plupart de nos sessions, au cours de la plénière avec les gouverneurs, ce que nous savons, c'est qu'un certain nombre de crises au cours de ces dernières années
ont laissé un certain nombre de pays africains dans une situation très vulnérable, certains d'entre eux de manière assez grave. Quelle est la réponse de la banque à ces pays membres régionaux qui se trouvent dans cette situation? Merci beaucoup. Effectivement, notre continent a été fortement affecté par de nombreuses crises. The mics are very directional, so just point them right at to yourself. bring it? No. Just make sure it's pointed towards you and the guys in the back. Assurez-vous de bien vouloir pointer le micro vers vous et merci de bien vouloir augmenter le volume. Non, je disais que le continent a effectivement été négativement affecté par de nombreuses crises. La senior vice-présidente en a parlé. Et malgré ces crises, nous devons quand même noter que le continent a fait preuve de résilience remarquable. Continuer à produire des taux de croissance réels positifs n'est pas une sinécure. La Banque africaine, le groupe de la Banque africaine de développement a fait ce que nous savons faire de mieux, c'est-à-dire mobiliser des financements importants, mais également apporter de l'assistance technique, du renforcement de capacités, également jouer son rôle d'avocat pour effectivement faire entendre la voix du continent sur ces questions et enfin mobiliser d'impressionnants partenariats, y compris par le développement du savoir, pour pouvoir effectivement trouver des solutions communes à ces problématiques. Alors en termes de mobilisation de financement, cela a été dit, en 2022, nous avons significativement repris le cours normal de nos activités avec des approbations en progression de 37% par rapport à 2021. Et dans ce pourcentage d'approbation, je voudrais signaler 3 points importants. Le premier, c'est que nous avons repris la marche de financement des projets d'investissement parce que nous sommes bons et nous l'avons été pour répondre à la crise sanitaire. Nous avons également pu prendre des actions par rapport à la crise alimentaire et je sais que Beth en parlera, mais nous avons surtout continué à investir dans les 5 priorités de la banque sans lesquelles la résilience et la capacité de produire de la richesse et d'éradiquer la pauvreté ne seraient pas possibles. Nous avons également continué à travailler sur l'intégration régionale. Cela a été dit, plus de 30% des approbations ont concerné des projets transfrontaliers. Nous avons également monté en gamme en termes d'approbation d'opérations du secteur privé avec une augmentation, presque un doublement des opérations de 2021. Donc, d'une part, nous faisons face aux crises, mais nous maintenons également le rythme de mise en œuvre des projets porteurs pour les pays. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Laure. Thank you very much. I'm going to... Merci beaucoup. Je vais ici demander à l'équipe technique à ma droite. Il y a une certaine distance entre là où nous sommes et les délégués en fond de salle, presque la longueur d'un terrain de football. Donc si vous voulez bien projeter les panélistes sur l'écran derrière moi pour plus de visibilité, ce serait très apprécié. Je voudrais ici donner la parole à Jacques. Vous êtes sous le feu des projecteurs pour les questions financières. Et comme Marie-Laure l'a mentionné, l'année 2022 fut une année pleine de défis dans le monde et pas seulement pour la banque. Des marchés extrêmement volatiles, une inflation en pleine croissance, des taux d'intérêt en pleine croissance et également un impact négatif des dégradations de notes de crédit des pays africains. Comment est-ce que la banque a fait face à cette tempête et quel a été son impact, s'il y en a eu un, sur le capital, le revenu net de la banque et son programme de financement? Pour répondre à cette question, je vais souligner les forces de la banque pour ce qui est de sa solidité financière. Comme vous le savez, la banque a été secouée en 2022 par les crises multiformes
la crise du Covid-19 et la récente crise en Ukraine. Tout cela a influencé sur la volatilité des marchés des capitaux et malgré ce contexte extrêmement difficile, la Banque africaine de développement a pu conserver sa notation AAA par les plus grandes agences de notation, à savoir S&P, Moody's et Fitch. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la banque, pour ces agences de notation, a une solidité financière qui est notée avec, disons, de façon excellente. Ça, c'est un des premiers critères. Et le second critère, c'est que la banque a une liquidité qui est aussi notée excellente par la plupart des agences de notation. Le second point extrêmement important, c'est que les actionnaires de la banque, suite à l'augmentation du capital, ont accéléré leur contribution, ce qui a permis à la banque d'avoir une solidité financière importante qui a permis aujourd'hui d'être en mesure d'apporter une aide contracyclique à ces pays bénéficiaires. Je voudrais signaler que dans nos projections financières actuellement, tous les ratios prudentiels qui sont suivis par les agences de notation en général sont extrêmement forts et en conformité avec le cadre de viabilité à long terme de la banque qui a été approuvé par les administrateurs en 2020. Pour ce qui est des résultats nets, qui était votre dernière question, la banque a pu, malgré cet environnement difficile, produire des résultats nets à hauteur de 239 millions d'unités de compte avant distribution, ce qui est un résultat extrêmement important. Merci. Thank you very much, Jack. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup pour tout ce que vous et votre équipe entreprenez. Comme vous le savez, peut-être Jacques a été notifié qu'il y a quelques minutes qu'il prendrait place sur ce panel. Donc merci de bien vouloir l'applaudir. Alors je vais maintenant me tourner vers la fin du panel. Vice-président Solomon, comme vous le savez, le secteur privé africain représente le moteur le plus important de l'économie africaine. Il représente 90% des emplois, 70% des investissements et 70% du PIB. Ceci étant dit, le secteur privé est le moteur, le meilleur moteur pour la création de l'emploi et la croissance verte sur le continent. Que fait la banque pour accélérer la croissance du secteur privé? C'est votre domaine? Parlez-nous-en. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour reprendre là où Jacques s'est arrêté sur le revenu net, les activités du secteur privé pour les institutions est extrêmement important. Et Swazi utilise une phrase qu'elle appelle cela un événement de type signe noir. Cet événement qui a démarré en 2020 a conduit à une situation où nous n'avons pas été très actifs en termes d'investissement dans le secteur privé. La bonne nouvelle étant qu'en 2022, nous avons connu une reprise en termes des activités, la quantité d'activités dans le secteur privé pour revenir à des niveaux pré-Covid. Je crois que c'est le message principal que j'aimerais transmettre. Étant donné que nous avons travaillé en tant qu'une seule banque, eh bien, j'aimerais nous féliciter. Nous avons fait un excellent travail. Et il est très intéressant de voir que lorsque l'on ventile les 2 milliards d'investissements dans le secteur privé,
Eh bien, la distribution géographique est très positive. Nous devrions nous améliorer dans la région centre et la région de l'ouest. Mais globalement, la situation est intéressante. Mais en accélérant pour revenir à des niveaux pré-Covid, nous avons énormément accéléré dans le secteur privé. Mais si vous examinez la réserve de projet de Kevin, de Beth, la réserve est très solide et c'est ce à quoi nous attendons pour 2023. En ce qui concerne la performance de 2022, elle est positive. Mais nous devons réfléchir à la manière dont nous allons procéder à l'avenir. Nous prenons cela en compte par le biais d'une nouvelle stratégie du développement du secteur privé qui a été approuvée pour 2021-2025 après des discussions très actives avec notre conseil, des consultations détaillées avec nos pays membres régionaux. Et ce fut approuvé par le Conseil au mois de janvier 2022. Au-delà de cela, en particulier étant donné le thème de ces assemblées annuelles qui portent sur la mobilisation du financement du secteur privé pour l'infrastructure verte et également les éléments de résilience climatique, nous avons approuvé un cadre de PPP également qui nous donne les outils nécessaires pour être en mesure d'attirer le secteur privé de manière massive, rapidement et à l'échelle. Voilà donc certains des messages que je voulais partager. Du point de vue du secteur privé, nous sommes de retour. Nous avons de bons résultats. Nous allons dans la bonne direction et nous avons atteint de bonnes performances en 2022. Merci beaucoup, Solomon. Je vais demander à nos panélistes de bien vouloir s'assurer de parler directement dans le micro. Ils sont très directionnels pour que les invités aient l'opportunité de bien vous entendre. Si vous souhaitez porter le casque, alors vous pourrez mieux entendre ce qui se passe sur la plateforme. Et enfin, pour notre équipe technique, merci de bien vouloir afficher donc tous les panélistes et non pas les différents intervenants. Une question pour Kevin désormais. L'accès à la finance climatique reste un problème important pour l'Afrique et pour pouvoir réaliser les ODD, ce fut un grand problème pour nous. Que fait la banque pour avoir accès aux finances climatiques à l'échelle pour l'Afrique, étant donné les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés? Merci infiniment, Victor. Vous savez, il est vrai que s'il fallait placer les choses dans leur contexte, l'Afrique représente une toute petite partie de la finance climatique internationale. Les derniers chiffres nous montrent que l'Afrique représente seulement 4,5% de la finance climatique internationale contre... Cela se traduit par 30 milliards de dollars et cela est très faible par rapport à la demande qui tourne autour de 270 milliards de dollars. Voilà pourquoi la banque a pris différentes mesures pour répondre à cette question. Premièrement, nous sommes engagés à allouer 40% de nos investissements en finances climatiques. Et comme la vice-présidente principale Swazila a indiqué, nous étions déjà à 45%, précédemment on était à 41%. Et deuxièmement, au-delà de ce seuil, nous sommes arrivés également à des efforts de mobilisation de 25 milliards de dollars de finances climatiques entre le début jusqu'à 2025. Et cela n'est pas suffisant. Ce que nous avons fait, c'est d'aller plus loin et de créer le Centre mondial de l'adaptation et proposer un programme africain
pour mobiliser 25 milliards de plus. Au total, nous espérons arriver à mobiliser 37,5 milliards de dollars de finances climatiques d'ici 2025. Et en plus de cela, nous disons que ce n'est pas suffisant, ce qu'il faudrait au titre de la stratégie changement climatique et croissance verte. Nous avons dit que cela n'était pas suffisant et nous voulons désormais augmenter l'accès de l'Afrique à la finance climatique des 3% qui étaient applicables il y a quelques années à 10% d'ici 2030. Mais nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. L'année dernière, comme vous le savez, nous avons ouvert un guichet de la finance climatique pour la mobilisation de 4 à 13 milliards de dollars. Déjà, des engagements ont été faits pour plus de 400 millions de dollars du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suisse. Et nous sommes très reconnaissants de ces contributions. Pendant ces assemblées annuelles, nous avons reçu des indications tout à fait positives d'autres pays qui espèrent s'engager au guichet de la finance climatique également. Nous sommes reconnaissants par avance à tous ces pays-là également. Merci infiniment, Kevin. Nous vous disons merci. Merci à tous les conférenciers. Je sais qu'il y a tellement de choses que vous pouvez dire sur ce qui se passe dans vos complexes. Mais puisque nous avons très peu de temps, j'aimerais que vous puissiez limiter vos réponses à 2 minutes pour que nos invités puissent, dans quelques instants, passer au déjeuner. Sommes-nous d'accord? Très bien. Puisque nous parlons de nourriture, nous allons passer à Beth Dunford. L'Afrique a fait face à une crise alimentaire. Pouvons-nous faire face à une autre crise alimentaire et que fait la Banque pour s'assurer de ses capacités d'action et pour plus de résilience alimentaire, Madame Beth Dunford? Merci infiniment pour cette question, Victor. Vous savez, lorsqu'il y a une guerre à 1000 kilomètres avec des Africains qui deviennent désormais affamés, cela vous réveille. Et sous la direction du président Adesina, avec le président Macky Sall du Sénégal, en janvier, avait organisé le sommet de Dakar 2, un sommet extraordinaire à tout égard. Et nous avons eu plusieurs chefs d'État qui ont participé, un appel à l'action pour soutenir et investir dans la production alimentaire pour que l'Afrique puisse se nourrir. Avant Dakar 2, le conseil d'administration avait approuvé 1,5 milliard de dollars d'une facilité de réponse pour la production alimentaire. Et à la fin de l'année dernière, le conseil avait approuvé des opérations dans 35 pays pour fournir des semences améliorées pour faire face aux crises climatiques. Cela a été fait assez rapidement et nous avons pu atteindre 6,5 millions de producteurs agricoles et plusieurs semences ont été distribuées et des engrais. Et il est important d'avoir des intrants adaptés pour les producteurs agricoles pour aider l'Afrique à se nourrir et nourrir le monde. Et même avec la technologie la plus adaptée au changement climatique, nous savons que les chocs climatiques deviennent de plus en plus fréquents, plus exacerbés. Il est important que les pays et les populations soient soutenus. Les gouvernements dépensent des millions pour aider les populations. Et ce que nous faisons à travers de mécanismes de financement d'assurance contre les catastrophes, c'est de s'assurer que lorsqu'il y a des chocs,
Vous connaissez la statistique, 85% des populations en Afrique vivent ou dans une zone d'insécurité ou à très proche proximité d'une zone d'insécurité. Nous avons plus de 34 millions de personnes déplacées sur le continent africain. Et ce chiffre est malheureusement en augmentation. L'insécurité, la fragilité ne connaît pas non plus de frontières. Aussi, c'est une réalité avec laquelle nous devons travailler. Et c'est pour cela que nous avons, dans un premier temps, une politique très claire qui a été revue en début d'année dernière sur comment effectivement intervenir dans les situations de fragilité, d'insécurité. Et nous avons un certain nombre de principes. Le premier, c'est que nous devons rester engagés, quelle que soit la situation. Nous devons laisser personne sur le côté. Troisièmement, nous devons veiller à ne pas faire de mal, ne pas nuire. Quatrièmement, et c'est également très important, nous devons nous assurer que les populations les plus vulnérables, surtout, ne sont pas laissées pour compte. Et ce qui signifie que, par exemple, cela commence par une présence forte dans les pays. Nous avons une présence, nous avons un bureau dans 16 des 22 pays qui sont considérés comme des pays en situation de fragilité. Nous avons plus de 200 cadres sur le terrain et nous leur demandons effectivement de veiller à ce que nous travaillions en partenariat avec de nombreux acteurs autour du nexus, effectivement, paix, sécurité, développement, investissement, croissance. Et nous voyons qu'avec ces nouveaux partenariats, nous travaillons avec l'Union africaine. C'est dans le cadre de ce travail avec l'Union africaine que, par exemple, la Banque a soutenu le processus de paix entre l'Éthiopie et la rébellion qu'il y avait au niveau du Tigré. Donc, nous intervenons beaucoup plus en prévention aujourd'hui. Et même lorsque le conflit se produit, nous avons la possibilité d'intervenir dans les zones les plus reculées par des processus de délégation de tâches, notamment en travaillant avec la société civile. Je vous remercie. Thank you very much, Marie-Laure. I'm going to come. Merci infiniment, Marie-Laure. Je voudrais passer à Kevin. Et nous avons lancé un nouveau pacte sur l'énergie il y a quelque temps. On parlait de 600 millions d'Africains qui n'avaient pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous parlons toujours de ces 600 millions de personnes qui n'ont pas toujours accès à l'électricité. Alors, pourquoi est-ce le cas et à quel moment pensez-vous que l'Afrique va atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2030? Vous savez, le défi est en termes absolus. En termes absolus, on semble ne pas avoir fait de progrès. Toutefois, comme le président Adesina l'a mentionné hier, l'Afrique a vu une amélioration d'accès de 43% lorsque nous avions le pacte à l'énergie à 56% actuel. Mais cela étant dit, la question est la suivante. La croissance démographique ne permet pas de voir les progrès réalisés en termes d'accès. Toutefois, la Covid-19 a causé 30 millions de personnes à perdre l'accès à l'électricité, car l'électricité coûtait trop cher. Étant donné le ralentissement économique. Cela étant dit, si vous prenez ce que la Banque fait, depuis le nouveau pacte sur l'énergie, nous avons été à même de raccorder 20 millions de personnes pour leur premier accès à l'électricité. Et voilà pourquoi les pays tels le Kenya et le Rwanda ont renforcé leur accès à plus de 75% et 61% respectivement. En plus, en se rappelant qu'il faudrait atteindre les objectifs de développement durable en termes d'énergie pour 2030, nous allons redoubler les programmes d'accélération en nous focalisant aux pays à fort déficit d'électricité,
notamment le Nigeria, la RD Congo et l'Éthiopie. Mais le plus important, et vous serez heureux de le savoir, c'est que l'initiative du désert à l'électricité, qui est un programme phare et que nous mettons en œuvre, permettra de raccorder 250 millions de personnes d'ici 2030. Merci. Merci infiniment. Permettez-moi de progresser naturellement vers Solomon. Kevin vient de mentionner la nécessité de renforcer le financement pour assurer l'adaptation des économies africaines au changement climatique, mais il est demandé plus d'infrastructures vertes. Pouvez-vous nous dire ce que fait l'infrastructure, l'Alliance pour des infrastructures vertes en Afrique? Et restez bref, car nous devons finir assez rapidement pour que nos invités puissent passer à table. Des réponses assez brèves, s'il vous plaît. Merci infiniment, Victor. Vous savez, lorsque vous innovez, vous n'y arrivez pas au premier essai. Alors, le défi nous a été lancé par le président des Chine d'innover pour aller plus rapidement, assurer des infrastructures vertes en Afrique. Et nous avions commencé avec la mise ensemble des projets pour dire voilà, nous y sommes, notamment en utilisant l'exemple du baobab. Et le président nous a dit l'exemple du baobab était plutôt un défi qui demandait à ce que tout le monde puisse participer de manière complémentaire pour que nous puissions atteindre des objectifs difficiles. Voilà de quoi il s'agit lorsque nous parlons de l'Alliance pour des infrastructures vertes en Afrique. Pour ceux qui connaissent, le développement des projets infrastructurels en Afrique, c'est assez difficile. Et pour ce qui est des problèmes, nous n'avons pas des projets bancables. Vous savez également que nous parlons de longues périodes de gestation pour préparer les projets. Et l'Alliance pour des infrastructures vertes voudrait rassembler tout le monde, les IFD, les acteurs non étatiques, les fondations, le forum des investisseurs institutionnels pour mobiliser 500 millions de dollars pour le développement de projets en particulier, mais également la proposition de projets, le développement de projets avec un angle commercial et de cette manière mobiliser 10 milliards en investissement plus rapidement et en volume plus important. Et pour nous, ce serait transformateur. Toutes les parties sont là. Développement de projets, investissement, pour lancer la construction, assurer la stabilité de la trésorerie. Et ensuite, nous, les IFD, nous allons assurer le renforcement du crédit, le rehaussement du crédit, pour que les milliers de milliards puissent arriver en capital institutionnel pour l'espace infrastructurel et assurer la transformation. Merci infiniment, Solomon. Je voudrais passer à Madame Bett. Question suivante. L'enseignement en technologie, en sciences, en ingénierie, en mathématiques, les STEM, pourraient nous assurer des diplômés qui pourraient apporter des solutions à la majorité des problèmes et défis du continent. Toutefois, nous avons très peu d'enseignement en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques comparativement aux autres régions. Que pourrait faire l'Afrique pour inverser la situation? Merci pour cette question, Victor. Vous savez, il est très important que nous puissions réaliser que l'enseignement supérieur assure des opportunités et des meilleurs salaires, mais notamment assurer des compétences pour trouver des solutions aux problèmes du changement climatique. Au niveau mondial, 38% de la population mondiale a accès à l'enseignement supérieur. En Afrique du Nord, 36% de la population a accès à l'enseignement supérieur. En Afrique subsaharienne, nous sommes à 9%. Seulement 9% de la population a accès à cet enseignement supérieur. Et parmi ces 9%, l'ingénierie, sciences et technologies et mathématiques
ne reçoivent pas les ressources nécessaires, les facilités nécessaires pour y arriver. Et nous travaillons pour surmonter ce défi. Récemment, il y a quelques semaines, j'étais en Namibie et j'ai visité un hôpital vétérinaire universitaire financé par la banque. Dans ce centre hospitalier universitaire, il est rassemblé des étudiants de toute la région pour former les prochains vétérinaires, les prochains experts en sciences animales. Et vous savez, le bœuf de la Namibie est exporté en Chine, en Union européenne, aux États-Unis. Et ces nouveaux vétérinaires qui sont diplômés depuis l'année dernière sont tous au travail. Certains ont ouvert leurs propres entreprises, d'autres sont allés travailler pour le gouvernement. Et nous parlons de compétences, de techniques nécessaires pour assurer plus d'enseignement supérieur et de l'enseignement technique et professionnel sur le continent pour former une nouvelle génération de dirigeants pour régler les problèmes du continent et élargir les économies. Merci. Voilà. Nous n'avons plus de temps. Le débat était très intéressant, mais je ne vais pas vous laisser partir ainsi. Je vous donne à tous, en commençant avec Solomon, jusqu'à moi, pour me dire de quoi s'agit-il. Le travail que nous faisons à la banque voudrait faire la différence dans la vie du milliard 400 millions d'Africains. Ce que nous faisons, c'est plus qu'un travail, plus qu'un poste. Alors, en 60 secondes, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit et qu'est-ce qui garde votre passion allumée? 60 secondes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui me garde éveillé la nuit? Avec tout ce qui doit être fait pour que l'Afrique puisse être bien développée, puisse créer des emplois recherchés par nos populations et de savoir comment bien prioriser. Et vous savez, ceci me garde éveillé. Et voilà ce qui me fait travailler et ce qui me motive beaucoup plus, c'est les jeunes, le dynamisme des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes. Et bien sûr que j'ai des enfants. Et je vois cela également chez mes enfants. Et voilà ce qui me motive et ce qui me fait avancer. Merci infiniment. Merci. Alors, qu'est-ce qui me garde éveillé? C'est de savoir comment éliminer la pauvreté énergétique sur le continent et en particulier éliminer la cuisson à la biomasse. Et cela représente 80% de la cuisson en Afrique. Voilà pourquoi nous travaillons sans relâche pour nous assurer que chaque Africain a accès à une technologie moderne, une technologie énergétique abordable. Merci. Madame Bett, oui, vous savez, je suis une mère de 3 beaux enfants et comme mère et comme être humain, lorsque vous rencontrez une autre mère qui ne peut pas nourrir son enfant, cela reste à l'esprit. Et j'ai rencontré plusieurs mères depuis le début de ma carrière et cela me motive. Et sous la direction du président Adesina, nous reconnaissons que nous avons les outils, l'expertise et les connaissances sur le continent pour qu'aucune mère désormais puisse se retrouver dans cette situation. Voilà ce qui me garde éveillé la nuit. Alors, ma passion provient du fait que je suis très convaincu du rôle de la jeunesse du continent qui a beaucoup de ressources et je suis convaincu que la jeunesse peut changer ce continent avec les dirigeants ou sans les dirigeants actuels et cela me donne beaucoup d'espoir. Il est vrai que ce qui me garde éveillé la nuit
et j'en ai discuté il y a quelques instants, c'est la multiplication de conflits inutiles, car il faut à chaque fois reconstruire. Cela nous fait reculer et j'espère que toute personne réalisera sa responsabilité envers l'autre. Merci. Et Jacques, votre complexe occupe des finances. Qu'est-ce qui vous garde éveillé la nuit? Alors, ce qui me passionne de ma position de financier, c'est comment innover, faire de l'innovation financière pour donner plus de ressources à nos pays pour qu'ils puissent être à même de relever les défis de développement. Alors, pour cela, je pourrais dire que la Banque africaine est reconnue aujourd'hui comme une des pionnières dans le monde des banques multilatérales de développement par son innovation. Le but, c'est comment catalyser, comment avoir un effet de levier plus grand sur les ressources que nous avons actuellement pour faire toujours plus avec moins. Donc, c'est ça qui me passionne. Et quand on atteint certains résultats, comme par exemple, je donnerai juste un exemple, actuellement, on est au bout du processus du fait que le Fonds africain de développement pourra désormais aller sur les marchés financiers, mobiliser des ressources privées pour avoir un plus grand impact dans le financement du développement des pays à faible revenu. Et on parle de 18 milliards de dollars supplémentaires qui peuvent être levés par cet instrument dans les 10 prochaines années. Merci. Thank you very much. Merci infiniment au vice-président Solomon Connor, vice-président Kariuki, vice-présidente Beth Dunford, vice-présidente Marie-Laure et le directeur de la gestion financière Jacques Jouffac. Merci infiniment d'avoir apporté de la valeur à la séance, mais également pour avoir donné le visage humain au travail que vous faites. Merci infiniment aux gouverneurs, aux administrateurs de la banque et à tous les invités. Nous disons merci pour votre participation. Nous allons passer au troisième point au menu, le déjeuner lui-même. N'oubliez pas qu'à 15 heures, dans la salle capitale, nous allons lancer la journée de l'Afrique. Soyez présents. Je suis Victor Oladokoun et j'étais heureux d'être le modérateur de ce midi. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit.
njalo balele bengadlanga abakwazi ukuthi bazokudla nini njalo abakwazi ukuthi bayogeza nini